Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien. Hey, this is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Santé de la mère, santé de l'enfant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé de la mère et de l'enfant. Un bon régime alimentaire est un régime varié, équilibré et sain qui couvre les apports énergétiques et tous les nutriments nécessaires à la croissance, à la santé et à une vie active. Une personne a besoin d'aliments variés pour couvrir ses besoins en nutriments. Quel est le régime alimentaire idéal pour un nouveau-né et pour une nourrice? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et pour avoir des éléments de réponse, nous recevons Lauristia Fifamek-Padonou. Elle est nutritionniste spécialiste en santé publique. Bonjour Lauristia Fifamek-Padonou. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, j'espère que vous aussi. Je vais bien également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, pour commencer, dites-nous ce qu'on peut entendre par régime alimentaire. Alors, un régime alimentaire, c'est un ensemble ou un programme que certaines personnes appréhendent ou s'approprient pour répondre à un problème de santé généralement. Donc, on distingue plusieurs types de régimes. Il y a certains qui vont dire les régimes végétariens, les régimes protidiques et des autres, certaines personnes qui vont plutôt adopter un régime où il n'y aura pas du tout de glucides dans leur alimentation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le régime alimentaire du nouveau-né et d'une nourrice. Alors dites-nous, quel est le régime alimentaire d'une femme allaitante? Déjà, quand on parle de régime alimentaire, ce n'est pas un mode d'alimentation qu'il convient d'adopter parce que nous avons besoin de tous les types de nutriments, tous les types d'aliments, tant que cela ne nous donne pas une allergie. L'organisme a besoin ou tout individu peut consommer tout type d'aliments. Pour une nourrice, un régime alimentaire ou une alimentation équilibrée doit prendre en compte tous les aliments qu'elle consomme d'habitude, mais elle va faire attention à la façon dont elle les associe. D'accord? Elle va manger mieux, elle va manger de façon beaucoup plus rapprochée et va boire assez d'eau. D'accord. Elle va manger mieux, et c'est-à-dire que si elle avait l'habitude de manger trois fois par jour, est-ce qu'elle va augmenter, c'est-à-dire 3 fois par jour, ça devient 4 fois par jour ou 5 fois par jour? Ça peut être le cas de la même manière que il faut principalement qu'elle fasse attention à ses signaux de faim. D'accord? Parce que quand elle sera en train d'allaiter, elle aura sûrement plus faim que d'habitude. Donc, elle doit faire attention à cela. Et ne pas exagérer aussi dans sa consommation. Parce que quand elle va manger beaucoup, l'enfant va téter. Et si elle ne fait pas attention à ce qu'elle mange, elle risque d'accumuler de la graisse, des calories dans son corps, de sorte que malgré qu'elle soit en train d'allaiter, les kilos accumulés au cours de la grossesse vont rester.
Voilà un peu. D'accord. Et quels sont les aliments interdits pour une femme, pour une nourrice? Il n'y a pas d'aliment interdit pour une nourrice. Cependant, la nourrice devrait éviter les stimulants, la caféine, les boissons énergisantes, l'alcool. Elle devrait aussi faire attention aux légumineuses parce que si elles ne sont pas bien préparées et qu'elle en consomme, ça peut créer de la flatulence, c'est-à-dire la constipation et tout ça là. Et quand elle va donner le sein à l'enfant, tous les éléments qui sont dans les légumineuses et qui vont concourir à la flatulence vont passer dans le sein et aller dans l'organisme de l'enfant. Et là, l'enfant peut aussi avoir la flatulence, peut avoir des problèmes digestifs. Voilà. Et quels sont les besoins nutritionnels d'une femme allaitante, d'une nourrice? Ses besoins nutritionnels sont les mêmes, en fait, D'accord. qu'une femme normale. Juste qu'elle doit faire attention à ce que les aliments qu'elle consomme soient très nutritifs. Elle doit consommer beaucoup de fruits et de légumes. Elle doit consommer les protéines. Elle doit consommer également les glucides. Elle doit aussi boire beaucoup d'eau. Parce que le lait est composé à 90% d'eau. Donc, si elle ne boit pas assez, elle ne pourra pas produire assez de lait. Son lait sera là, mais ça ne va pas sortir en quantité suffisante. Voilà. Et est-ce qu'il y a des exemples de fruits que vous pouvez nous donner? Exemples de fruits qu'une nourrice doit prendre? Elle peut consommer tous les fruits. Par exemple, nous sommes à la saison de la mangue. Oui. Elle peut en consommer. Il y a aussi de l'avocat. Il y a beaucoup de fruits sur le marché. Il y a l'ananas. Elle peut en consommer, mais ne pas exagérer non plus parce que le sucre, il faut le dire, les fruits contiennent du sucre, d'accord? Bon nombre de fruits contiennent du sucre. Donc, si elle en consomme trop, son lait sera sucré. Et quand son lait sera sucré, l'enfant va s'habituer au sucre. Voilà. Et quand il va grandir, ça peut être embêtant pour lui parce qu'il aura une addiction au sucre et plus tard, il peut développer un diabète de type 2. D'accord. Et quand on prend un bébé de 6 à 12 mois, est-ce qu'il a une alimentation qu'il doit respecter, que la mère doit amener l'enfant à respecter ce type d'alimentation-là? Oui, tout à fait. Vous posez une très bonne question. À partir de 6 mois, on parle de la diversification alimentaire chez les enfants. Donc, c'est l'introduction de mets dans l'alimentation de l'enfant. L'enfant ne sera plus nourri exclusivement au sein. Donc, généralement, chez nous, c'est les bouillies qu'on introduit à cet âge-là. Donc, quand on fait les bouillies, on le faisait de façon très fluide à ce que l'épaisseur soit comparable à celui du lait maternel. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les choses ont changé. Et pour que l'enfant puisse bénéficier de tous les nutriments qu'on lui apporte avec l'aliment de complément, il faut que la bouillie ou bien les repas que l'enfant consomme soient plus épais. L'enfant n'a pas un gros estomac. Et si on lui donne une bouillie fluide, il va en prendre une petite quantité et n'aura pas un apport suffisant en nutriments. Donc, il faut que la bouillie soit assez épaisse de sorte que même s'il consomme 1, 2, 3 cuillères à soupe, qu'on soit sûr qu'on ait maximisé l'apport nutritionnel là. Maintenant, la composition de la bouillie. Dans la bouillie, on doit retrouver les protéines, les glucides et aussi les minéraux, les vitamines. Donc, il faut que
cette bouillie, la farine qui va servir à faire la bouillie, contienne les glucides, c'est-à-dire le maïs, le riz, le sorgho. Et... On fait un mélange, c'est ça? Oui, on fait un mélange. Parce qu'on rencontre des mamans, elles font le mélange du soja, du mil, du maïs, de l'arachide. En tout cas, beaucoup de mélanges. On se demande si ça ne va pas surcharger l'enfant, le bébé. Ça ne va pas surcharger le bébé dans la mesure où elle va respecter les proportions. D'accord? Comment on apprend généralement aux mères à faire, à composer la bouillie, la farine? Donc, quand on prend une feuille de papier, je vais dire ça comme ça, et on le divise. On la divise en 4. On dit une partie va être composée de protéines, que ce soit animales ou végétales, et les 3 autres parties vont être composées de glucides. Donc, pour 4 parts, on peut avoir un bol, quelle que soit la mesure, hein, si c'est un bol, si c'est un gobelet, tout ça là. Donc, quand on prend un bol de soja, par exemple, on peut ajouter 3 bols de maïs, ou un bol de maïs, un bol de mil, un bol de sorgho. D'accord. Mais on s'arrange quand même pour qu'il y ait une portion de protéines pour 3 portions de glucides. Maintenant, à la cuisson ou après la cuisson, on ajoute des fruits, des jus de fruits, ou bien l'eau, par exemple, qui va servir à faire la bouillie. On peut le faire avec de la citronnelle, avec du moringa. Et du miel? Du miel, pour ça, je suis un peu, je vais dire perplexe, parce que nous savons que le miel contient beaucoup de nutriments. Maintenant, il n'est pas bien d'habituer l'enfant au sucre. Le miel contient des nutriments, certes, mais le miel contient également du sucre. Donc, généralement, il est préconisé que la bouillie de l'enfant ne soit pas sucrée, que l'enfant puisse la consommer comme ça, sans sucre. Sans sucre. Sans sucre. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la citronnelle, du moringa. Je ne sais pas s'il y a autre chose qu'on peut mettre dans l'eau avant de faire la bouillie. Oui, il y a le fruit qu'on appelle arrois. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah non, malheureusement, je ne comprends pas très bien la langue fon. Arrois, en français, ça veut dire... J'ai oublié le nom en français. Mais c'est un fruit dont les graines servent à faire la moutarde. D'accord? Le néré? Merci. Ok. Voilà. Au moins maintenant, je sais que arroi, en français, ça veut dire le néré. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, on parlait quand même de la bouillie. Et c'est-à-dire que les bébés doivent uniquement se tenir à la bouillie quand il s'agit de leur alimentation. Pas du tout. Pas du tout. Un enfant de 6 mois peut consommer de la purée. D'accord. De la purée d'igname, de la purée de patates, ou même de la pâte de riz. De la pâte faite avec la farine de riz. Vous voyez un peu. Donc, l'important, c'est que l'aliment soit compact et ne contienne pas de grains pour nécessiter un gros travail dans le tube digestif de l'enfant. Donc, pour le faire, on incorpore, si c'est du poisson ou de la viande, on réduit tout ça en bouillie. D'accord. Il y a des procédés pour avoir de la farine de poisson, par exemple, le poisson séché, les petits poissons, on réduit ça en poudre. Donc, quand on finit la cuisson, on mélange la farine à ce qu'on a préparé. Si c'est la purée d'igname, par exemple, on mélange la farine et on la donne à l'enfant. On s'assure maintenant de lui apporter de l'eau
mais ne pas exagérer dans la quantité parce que l'enfant doit continuer quand même à prendre le lait maternel. C'est après 12 mois ou à 12 mois qu'on peut décider d'arrêter de donner le lait à l'enfant. Donc, après cela, on peut lui donner de la purée de banane, du jus d'orange, de la purée de mangue. Voilà, l'enfant peut consommer tous les types d'aliments. Il faut quand même faire attention aux légumineuses, je reviens dessus, parce que s'ils ne sont pas bien préparés, les enfants peuvent développer des inconforts digestifs. On voit des mamans qui disent que j'ai donné de la bouillie de soja à mon enfant, il a fait la diarrhée. C'est parce que le soja n'a pas été bien traité en amont que l'enfant a développé cette diarrhée-là. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a des éléments qui facilitent la production lactée? Oui, il y a des aliments qui peuvent aider à une meilleure production lactée. D'accord. Ce sont principalement les aliments fermentés. D'accord. Donc, quand on prend le maïs ou enfin les graines en général, les céréales, donc on peut les tremper dans l'eau pendant quelques jours et en faire la pâte ou en faire la bouillie et en consommer. Il y a aussi les légumes qui aident à une meilleure production lactée. Mais l'important, c'est de boire de l'eau aussi. Il faut veiller à ce que l'apport en eau soit suffisant et se bouger. Ne pas rester assis. Donc le sport aussi intervient. Oui, le sport aide aussi. D'accord. Et pour ce qui est de ces femmes-là qui privilégient beaucoup plus le lait artificiel, c'est de la perte d'argent et de la perte du temps. D'accord. Et aussi, c'est exposer son enfant à des maladies. Parce que pour faire le lait artificiel, il faut utiliser un biberon, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut chauffer de l'eau et tout. S'il n'y a pas une bonne hygiène autour de ce processus-là, l'enfant peut être facilement contaminé par des germes et développer des maladies infectieuses plus tard. Et en plus de cela, c'est de la perte d'argent et de la perte du temps. Parce que quand vous ne donnez pas le lait à votre enfant, déjà, vous ne l'habituez pas à vous. Il y a un lien qui se crée entre la mère et l'enfant lorsque elle lui donne son lait. Donc, il ne faudrait pas négliger ce côté-là aussi. Vous perdez du temps parce que si vous vous levez et que en 2 minutes, vous avez lavé et rincé votre sein et vous le mettez dans la bouche de l'enfant, alors que dans l'autre cas, vous devez laver les gobelets, laver les biberons, mettre l'eau au feu, mettre le lait, attendre que ça refroidisse avant de le donner à l'enfant. Là, c'est une perte de temps et une perte d'argent parce que le lait, ça ne coûte pas... Enfin, ça coûte cher. Ça coûte cher aussi. Voilà. D'accord. Et pour ces femmes-là qui ont un travail, qui ont un boulot, et avant d'aller au boulot, elles mettent le lait, leur propre lait dans le biberon. Est-ce à dire que le lait aura la même qualité? C'est-à-dire la maman, elle est au boulot, met le lait à la maison et on donne ça au bébé. Est-ce que ça aura la même qualité? Ça aura la même qualité. Le lait peut être conservé dans un milieu ambiant pendant 8 heures sans être altéré. Donc, la maman qui arrive à allaiter son enfant à 8 heures, quand elle ira au boulot et qu'elle s'assure qu'il y a du lait à la maison, jusqu'à 16 heures, elle peut être tranquille. Vous voyez un peu. Si elle a la possibilité de revenir à midi, elle lui donne le lait qui était déjà là et elle tire encore un autre lait pour que ça puisse garder l'enfant jusqu'au soir. Comme ça, elle s'assure que vraiment son enfant
bénéficie du meilleur de ce que la nature peut lui offrir. D'accord. Il y a des mamans qui, dès que leurs enfants ont immédiatement deux dents, ou quand ils ont la possibilité de manger, elles se permettent de leur donner tout type d'aliments. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont interdits aux nouveau-nés, aux bébés? En nutrition, en alimentation, on ne parle pas d'interdit, mais on parle d'éviter, d'accord, d'éviter des pratiques, d'éviter de consommer certaines choses. Donner tout type d'aliments à son enfant juste parce qu'il a deux dents, c'est l'exposer, d'accord, l'exposer à des maladies et aussi ne pas laisser son tube digestif bien se former. Parce que ce n'est pas parce qu'il a des dents que son tube digestif peut supporter l'aliment dans lequel il peut mettre ses dents. D'accord? Le tube n'est pas encore à maturation. Et quand on va le forcer à travailler plus qu'il ne devrait, il peut y avoir des dysfonctionnements plus tard. Voilà. L'enfant peut être exposé à développer des maladies du tube digestif demain. D'accord. Voilà. Exemple d'aliments qu'on doit éviter pour un enfant? Oui, pour un nouveau-né. Pour un nouveau-né, il faut éviter les aliments épicés. D'accord. Okay. Il faut éviter les aliments qui vont nécessiter des efforts comme, je dirais, quoi? Mettre du clui-clui. Du clui-clui dans la bouche d'un enfant de 4 mois ou de 6 mois, juste parce qu'il a deux dents, ce n'est pas recommandé. Il faut attendre plus tard, quand il aura dépassé 1 an. Comme ça, il s'habitue à mâcher les aliments, il aura plus de dents. Il peut mâcher les aliments et son tube digestif serait déjà plus aguerri pour travailler ce genre d'aliments. D'accord. Et quels conseils nutritionnels avez-vous à prodiguer à ces nourrices-là qui nous suivent actuellement? Aux nourrices qui nous suivent, je vais leur dire déjà qu'elles font bien, pour celles qui le font, d'allaiter leur enfant. D'accord? De ne pas arrêter et de revoir un peu leur alimentation si elles ont des pratiques qui ne répondent pas à ce qui doit être. Qu'elles consomment plus de fruits et de légumes, qu'elles boivent beaucoup d'eau, qu'elles passent du temps avec leur enfant et qu'elles évitent aussi le gavage. J'ai oublié d'en parler. Le gavage, c'est-à-dire forcer l'enfant à prendre un repas alors que l'enfant ne veut pas. Si l'enfant ne veut pas tout de suite, il peut le vouloir dans 15 minutes, il peut le vouloir dans 1 heure. Ne pas être pressé pour donner à manger à l'enfant. Parce que l'enfant peut faire fausse route et voilà, développer. Ça peut aller même jusqu'à la mort. Parce que si ce qui doit se retrouver dans l'œsophage va prendre la route qui mène vers les poumons, voilà, on va crier après. D'accord, ça peut créer d'autres dégâts. Oui. D'accord, on ne va pas quitter ce studio sans vous demander si vous avez quelque chose à dire en guise de conclusion. Merci beaucoup, Madame Bio. C'est moi qui vous remercie d'être venue. Hein. Ok. Merci beaucoup d'être venue. Pour conclure, je dirais que Peut-être un mot à la radio, la thématique. C'est une radio santé. Ok. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève votre émission Santé de la mère et de l'enfant que nous vous remercions d'avoir suivi. Aujourd'hui, nous nous sommes posé une question. Quel est le régime alimentaire idéal pour un nouveau-né et pour une nourrice? Et pour avoir des réponses à cette question, nous avons reçu Lauristia Fifamekpadonou. Elle est nutritionniste, spécialiste santé publique. Merci de nous avoir suivis. À ce micro, je suis restée Nadirat Piok-Bérégué. À la collaboration technique, il est resté parfait à Fodéou. Bon dimanche à tous.
Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien.